Bonjour tout le monde. Nous avons un dernier panel. Il est quelle heure? Il est 16h39 et on doit terminer à 17h30. Hein? Voilà. Donc on a 1 heure de discussion. Et parce qu'on a 1 heure de discussion et qu'il s'agit d'un sujet assez sérieux, on parle de démocratie, on parle de guerre, de paix et d'identité, ces choses que nous vivons tous les jours et surtout dans un contexte africain où ça prend une certaine dimension. J'aimerais faire participer le public à la conversation. J'ai combien? J'ai 4 panélistes, mais le 4e, je ne le connais pas. Est-ce que Foued Laroussi est là? Ah, voilà. Il y a Foued Laroussi, Ebrima Sall, Madame Mariam Sidibé et Madame Sokhna Ndiaye. Alors, comme je vous l'ai dit, Ebrima, assieds-toi. Comme je vous l'ai dit, je vais peut-être... Voilà, assieds-toi, assieds-toi. Comme je vous l'ai dit, on va essayer d'adopter un autre format. Vous avez devant vous, professeur Foued Laroussi, sociolinguiste, professeur à l'Université de Rouen. Madame Mariam Sidibé, chercheur, mais aussi professeur à l'Université de Bamako. Le professeur Ebrima Sall, qui est directeur de Trust Africa, mais qui a été directeur exécutif pendant 2 mandats au CODESRIA. CODESRIA, c'est la structure qui gère toute la recherche en Afrique. Et Madame Sokhna Ndiaye, qui est aussi chercheur, professeur dans une université que beaucoup de gens ne connaissent pas, l'université Rosien, qui est basée aussi ici à Dakar. Et nous allons ensemble essayer de parler des démocraties, des guerres, de la paix et des identités en Afrique. Alors, sur cette question, on peut parler pendant des heures. Mais pour que la discussion soit une discussion très concrète, une discussion vraiment très vivante, j'aimerais qu'on prête une attention particulière au Sahel. La région du Sahel, parce que la région du Sahel, peut-être que beaucoup de vous ne le savez pas, vit une crise existentielle. À l'heure actuelle, certains de ces pays, surtout dans le Sahel central, se battent depuis une décennie contre un ennemi qu'on appelle terroriste par moment, mais quand on regarde le mot terroriste, on se rend compte que ce sont des citoyens du pays, pour la grande majorité, qui se battent contre leur pouvoir. Et dans ce combat que ces populations mènent contre leur gouvernement, il y a un pays, particulièrement le Mali, qui est aujourd'hui confronté à une situation terrible. Alors, la question, c'est que si le Mali cède, si le digue Mali cède, ça veut dire que ce qu'on considère comme des terroristes vont maintenant déferler vers la côte. Le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, etc. Le problème, il n'est pas seulement sécuritaire, il a aussi une dimension économique. Si le Mali cède, le Sénégal en tant que pays, économiquement, va être confronté à une rude situation. Parce que l'essentiel de l'activité économique du Sénégal, c'est vers le Mali. Donc vous voyez que dans un contexte pareil,
il est vraiment difficile d'examiner un aspect sans en discuter l'autre. Et ici, on nous a demandé de parler de la démocratie, de la paix, mais également des identités. Alors, hein? Oui, la guerre, mais parce que quand on parle de paix, il y a toujours eu des guerres. Alors, ce qui est vraiment remarquable dans cette zone de l'Afrique, c'est que, en plus de tous ces problèmes que je viens d'évoquer, c'est la région la plus pauvre du monde, en termes de critères que l'on utilise dans le CERN. C'est la zone qui est la plus agressée au plan écologique depuis plus de 60 ans. Les populations de cette région vivent des situations inextricables au plan écologique et cela explique les situations de guerre, les crises que l'on connaît. Et tout ceci se passe dans un contexte où tout le monde observe peu d'action par rapport à ces situations. Et c'est aussi en dernier lieu, parce que c'est un point qui est identifié dans le dossier, la question des identités, c'est aussi une des régions où il y a le plus de discrimination en Afrique. On est au XXIe siècle, c'est la région où il y a le plus d'esclaves. Des gens, vous allez au Niger, vous allez en Mauritanie, vous allez au centre du Mali, vous verrez encore des gens qui vivent sous le joug de l'esclavage. Et une bonne partie des personnes qui se battent contre les pouvoirs relèvent de cette catégorie dans les sociétés. Donc, la question que j'aimerais discuter avec les panélistes, puisque depuis 1990, c'est-à-dire la date à laquelle le mur de Berlin est tombé et que les États africains ont été obligés, d'une certaine manière, de se lancer dans cette démocratisation de ces sociétés. Rappelez-vous la conférence du Caire qui a discuté de cette question, mais aussi les conférences nationales s'en sont suivies. On se rend compte que 35 ans après cette période, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte de fatigue démocratique, où personne n'a vu la démocratie changer la situation des populations parce que les populations veulent changer leur sort. Mais en plus, en même temps, il y a aussi, du point de vue de la mobilisation de la jeunesse, un renouveau. Le Gen Z est aujourd'hui, presque partout en Afrique, un élément mobilisateur. Les crises sont là, avec leur lot de morts, leur lot de difficultés. Et malgré le fait qu'on ait tenté beaucoup de stratégies pour ramener la paix dans la région, les vrais acteurs ne se parlent pas. Ceux qui contestent l'autorité sont là, ceux qui pensent diriger refusent de parler à ceux qui les contestent. Et ça crée encore beaucoup d'autres problèmes. Alors, j'aimerais, puisque nous avons la chance d'avoir des chercheurs devant nous, j'aimerais quand même qu'on discute, et puis on pourra extrapoler même d'une certaine manière, se demander la question de savoir, mais comment se fait-il que l'université n'est jamais arrivée à prévoir cette telle situation? Comment l'université n'est pas sollicitée pour participer dans les processus de recherche de solutions? Et comment les recherches qui sont en tout cas produites par les universités n'arrivent pas à cerner certains des aspects spécifiques que vivent ces pays? En sorte, comment l'université n'arrive pas vraiment à prendre pied dans le truc? Et je vais commencer par Ebrima, parce que ce point de vue, vous avez une grande expérience, vous avez travaillé au CODESRIA, vous avez vraiment dirigé énormément de programmes. Peut-être la démocratie, c'était un souhait de beaucoup de populations, mais pourquoi la machine n'a pas pris? Oui, je sais. Il a 5 minutes. Bonjour à tous. Bonjour, merci pour cette introduction très brillante. Je crois que tu as bien campé le débat. Mais d'abord, félicitations à l'ASPAD. 10 ans, c'est fait. Merci.
Félicitations encore. Non, je pense que le Sahel, comme tu le dis, c'est un concentré des problèmes. Hein, et tous les problèmes évoqués là, donc les conditions sont difficiles, conditions structurelles, écologiques, sociales, etc. Conditions extrêmement difficiles, économiques. Et c'est vrai que il y a beaucoup de questions qui sont restées non résolues pendant très longtemps. Hein. Les questions de citoyenneté, les questions de comment justement tenir différents équilibres, faire en sorte que, et c'est extraordinaire, que, comme tu le dis fort bien, qu'on ait tant de personnes qui vivent encore dans l'esclavage ou qui vivent une discrimination sur la base juste de leur ascendance dans notre région. Ce n'est pas un petit nombre de gens, c'est massif. Voilà. Et donc, je pense que quand on a tous ces problèmes-là, c'est sûr que ça intrigue. Mais ce sont des problèmes qui ont été soulignés par la recherche maintes fois déjà. Hein? Ça, il faut le dire. Ce n'est pas parce que la recherche n'a pas pointé certains de ces problèmes-là. Mais il faut dire que historiquement, le Sahel et la région, l'Afrique de l'Ouest de manière générale, mais surtout le Sahel, il y a aussi quand même une autre tendance qu'on a observée dans les années. Tu as fait allusion aux conférences nationales. Il y a une tendance aussi intéressante, positive, d'auto-affirmation des populations qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc on a ces deux tendances contradictoires dans la région. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à la fois le Cap-Vert et la Guinée. À côté, Guinée-Bissau et Cap-Vert vivent des situations contrastées. On a ce qui s'est passé. Le phénomène plus récent, c'est le retour de ces régimes militaires dans beaucoup de pays. Maintenant, ils sont 5. Et il y a une tentative avortée récemment au Bénin. Mais en même temps aussi, dans les mêmes conditions, on a vu le Sénégal suivre une trajectoire différente. Les mêmes problèmes de chômage, de pauvreté, d'endettement très fort, il faut le dire, qui pèsent sur tout le monde, sur les sociétés, sur les États. Et les réactions ont été différentes. Dans certains pays, les militaires sont intervenus pour rompre avec justement des pratiques parce que leur argument c'est que la démocratie ne marche pas pour nous. Au niveau du Sénégal, on a fait la démonstration que c'est possible effectivement d'échanger autrement. Mais dans les deux cas, une chose est commune, c'est ce désir d'un changement systémique, d'un changement profond. Et je pense que c'est sur ça qu'on devait peut-être porter un petit peu le regard là. Et savoir en fait qu'est-ce qu'il faut pour que les conditions changent, que les gens se repositionnent différemment et que l'on mette les populations au départ et à l'arrivée de toutes les politiques. Et surtout, il y a une anomalie dans tous les cas, c'est le fait que les majorités démographiques, les jeunes qui sont dans pratiquement tous les pays d'Afrique, et les femmes, les majorités démographiques ne comptent pas pour grand-chose dans les processus décisionnels sur le plan politique. Donc on a des majorités démographiques qui sont des minorités politiques. Et je pense qu'on peut aller longtemps et de loin jusqu'à la fin du monde. Si ce rééquilibrage ne se fait pas, on va avoir les phénomènes de Gen Z qui vont se manifester un peu partout. Et on a eu ça au Nigeria, ça s'appelait NSARS. On a eu les Yanamar, les balais citoyens qui sont arrivés au Sénégal, Burkina Faso et ailleurs. Mais je pense que le fond est ce décalage qui existe à tous les niveaux, au niveau démographique, au niveau, on a un décalage générationnel, mais qui vient de se greffer sur des inégalités économiques, socio-culturelles, etc., qui existent également, et des injustices, quoi, pour les appeler comme telles. Merci. Merci. Sorna, je vais embrancher avec toi, parce que je sais que dans tes travaux, tu as beaucoup travaillé sur les questions de jeunesse. Qu'est-ce que Z te dit en termes de combat pour la démocratie, de transformation structurelle? Quand on parle de transformation, qu'est-ce qu'on veut transformer en réalité, surtout dans le contexte ouest-africain? Merci beaucoup. Tout d'abord, je pense que
comme vous l'avez dit, je travaille sur les problématiques de jeunesse. C'est mon obsession du moment. Parce que quand on voit que des 150 millions d'habitants du Sahel, 65% sont jeunes, on sait que tous les conflits qui se passent actuellement au Sahel affectent principalement, majoritairement ces jeunes gens. Et ça les affecte. Bon, je vais regarder la question sous le prisme du concept que je mobilise actuellement, qui est celui du waithood, ou bien les horizons d'attente des jeunes. En fait, quand on regarde les jeunes de cette région, on voit que leur trajectoire de vie est haltée à cause de ces conflits. Donc, ils sont dans des situations déjà précaires avant ces conflits, viennent s'y ajouter ces conflits qui font que si on considère la construction sociale quand on passe de l'âge jeune à l'âge adulte, c'est-à-dire les marqueurs de cette transition, comme le fait d'avoir un emploi décent, de fonder une famille, d'être dans une situation de stabilité, eux, ils l'ont perdu dans cette région. Et ils mobilisent et je pense que c'est quelque chose que M. Agbodjinou a mentionné tout à l'heure, ils mobilisent des imaginaires alternatifs en termes de résilience pour faire face à ces situations de précarité. Et donc, il reste quand même des forces de proposition, sauf que les espaces politiques les mettent en marge, donc la démocratie se fait dans la rue. Et une fois qu'on voit ce qui se passe en termes de mobilisation populaire, de contestation, les politiques ne prennent toujours pas en charge leurs préoccupations. Et donc, ils deviennent une cible privilégiée pour les groupes armés. Parce qu'ils sont là, et c'est même pas très souvent, c'est pas par conviction idéologique ou quoi que ce soit. Parfois, c'est juste une réponse à leur précarité. Parce qu'on leur fait des propositions financières. J'ai vu dans un article quelqu'un dire que pour recruter un jeune dans un groupe djihadiste, ça coûterait 100 €. Donc on voit, c'est une anecdote, mais on voit le niveau de désespérance que ces jeunes ont pour pouvoir accepter de se mettre dans des situations encore plus exacerbées de précarité. Et donc, voilà. Donc, pour parler de l'identité également, on voit que dans le Sahel, très souvent, et les dirigeants l'ont compris, ils mobilisent des figures historiques auxquelles les jeunes peuvent s'identifier, que ce soit au Sénégal ou au Burkina, de mobiliser l'image de Thomas Sankara. C'est quelqu'un qui porte l'espoir, même si ils ne sont pas idéologiquement liés à ces figures historiques, ils se disent « Ah, peut-être que cette personne pourrait apporter solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, emploi, éducation », et ce sont les promesses qui leur sont faites. Donc il faudrait qu'on essaye de comprendre les imaginaires de ces jeunes, de se mettre un peu à leur niveau et de les inclure, parce que c'est tout ce qu'ils demandent. Ils ont quand même des solutions alternatives à proposer aux problèmes du Sahel. J'anime beaucoup de groupes de discussion avec Y'en a marre pour leur programme mobilité citoyenne et apprentissage avec des jeunes justement de ces régions. Et ils ont des solutions. Mais leur préoccupation première, c'est qu'on ne les écoute pas parce qu'ils sont jeunes. Donc voilà. On reviendra sur cette question peut-être dans un deuxième tour. Très bien. Je passe le micro à Marianne. Marianne, il a parlé de l'image de Thomas Sankara et de ce que Thomas Sankara représente aujourd'hui dans l'humain. Thomas Sankara, c'était un militaire. La région est celle qui a eu le plus de coups d'État en Afrique depuis que l'OUA a été créée. Ces militaires se battent aujourd'hui dans 3 pays au moins, mais n'arrivent pas à régler le problème. Et en même temps, ces militaires refusent de s'asseoir avec ceux qui se battent contre eux pour trouver les voies de recréation d'un monde nouveau dans la région du Sahel. Comment expliquez-vous une telle situation? Pourquoi ces militaires se refusent-ils à nouer le dialogue avec ceux qu'ils savent ne pas pouvoir vaincre sur le terrain? L'exemple actuel du Mali le montre. D'accord. Bonsoir tout le monde. Et je vois que être malienne, ça rend célèbre.
Donc, merci de me rendre célèbre. Oui, parce que j'aimerais bien revenir sur quelque chose que vous avez mentionné dans votre introduction. Pourquoi les universitaires sont absents du débat? Je ne mettrai pas le curseur à ce niveau. Pour la simple raison que les charges que j'ai eu à occuper les 6 dernières années m'obligent à dire que non, les universitaires répondent, les universitaires travaillent sur ces thématiques. Pour avoir dirigé le programme PASAS, la plateforme d'analyse de suivi d'apprentissage au Sahel, pendant 6 ans, qui avait 2 composantes, recherche et numérique. La plateforme numérique qui regroupe des centaines de publications faites par les chercheurs africains. Et la composante recherche où on devait produire de la recherche pour orienter les décisions stratégiques et opérationnelles des acteurs du développement. Ces recherches qui ont été conduites par plus de 500 experts que nous avons identifiés et ces recherches qui ont été pilotées par les experts de ces pays d'Afrique. Et certains qui sont présents dans cette salle pourront dire sur quel volet ils ont eu à travailler, à la fois sur la zone Sahel centrale, mais aussi bassin de lac Tchad et golfe de Guinée. Donc ces études existent, ces productions scientifiques existent. Mais là où on peut se poser la question, pourquoi il n'y a pas de stratégie d'appropriation des États de la production faite par les chercheurs africains? Pourquoi les politiques publiques ne s'inspirent pas des résultats de cette recherche? Et là, à ce niveau, je dirais qu'en tant que chercheurs, nous avons fait notre part et que ça revient aux États d'éclairer leur politique publique à travers les résultats de ces recherches. Donc, ce site est disponible, les travaux qui ont été effectués sont disponibles et je vous répondrai que oui, les chercheurs africains ont répondu, oui, ils ont fait le travail. Maintenant, créons les cadres d'appropriation des politiques publiques des résultats de ces recherches. Pour ce qui est de parler de la question des démocraties au Mali, je dirais que nous avons une démocratie qui est sous pression au Mali. Au Mali, je partagerai cette même réflexion à risque par les autres États de l'AES en disant que c'est une démocratie entre aspiration populaire et réalité géopolitique. C'est vrai, nous avons des États qui se sont jamais construits loin des militaires. Il y a un article du professeur Tidjani Alou qui date, mais qui demeure toujours d'actualité sur les militaires politiciens. Je vois Hamani sourire parce que c'est un article qui alimente encore nos réflexions. Donc, il est complexe d'identifier la cartographie du champ politique au Mali, ou de manière générale au Sahel central, sans l'acteur militaire qui se dessine finalement comme cet acteur qui est présent. Mais la question est que les revendications portées par ce régime sont justement demander plus de justice, de lutte contre la corruption et surtout plus de sécurité. Et on se rend compte que 6 ou 7 ans, ou pratiquement après l'arrivée de ces militaires au pouvoir, si l'indicateur était au orange pour justifier les différentes interruptions démocratiques, aujourd'hui on se rend compte que les indicateurs sont plus qu'au rouge. Les situations sécuritaires s'est beaucoup dégradé. Et si c'était le nord, le centre, c'est le plein sud, pour ne pas dire tout le Mali qui est concerné par cette situation. Et moi, en tant que chercheur, j'aimerais plutôt poser la question en se disant, finalement, pour chacun d'entre nous, est-ce que les structures qui sont mises en place, notamment l'AIS, si chacun pense que ces États, cette formation vont résister au départ de l'un de ces militaires de la tête de ces États? Donc, est-ce que finalement, c'est la solution? Moi, je pense qu'il y a la faiblesse institutionnelle qui est une réalité pour ces États, où on a une absence structurelle de l'État dans nombre de ces territoires, et aussi des questions qui nécessitent un regard local et pour une réponse globale. Et là, on se rend compte que la question de sécurité n'est pas propre qu'au Mali. Si l'AIS aujourd'hui pense construire une sécurité en se cloisonnant, se rend compte dans l'exercice que non, il faut forcément un cadre de coopération plus élargi. Il est force d'admettre qu'il y a des limites qui sont atteintes. Et ces limites amènent à repenser à la fois les méthodes de gouvernance, l'offre proposée aujourd'hui qui ne répond pas à la réalité, et une fois de plus, l'exercice où la réalité géopolitique rattrape ces structures mises en place qui sont contraintes de revoir, et pourquoi pas, si ça doit passer par la fin de ces régimes, pourquoi pas. D'accord. On reviendra tout à l'heure sur ces questions. Fouad, vous êtes de l'Afrique du Nord.
l'Afrique du Nord a fait son expérience de printemps arabe. Apparemment, ça n'a pas bien marché. On vous a montré qu'on a essayé depuis 30 ans en Afrique de l'Ouest de faire la même chose, ça n'a pas marché. Alors la question qu'on peut vous poser est de savoir, mais est-ce que la démocratie libérale, elle est incompatible avec le contexte, en tout cas, ne peut pas s'adapter au contexte africain? Merci. Avec votre respect, monsieur le modérateur, moi je pensais qu'il fallait interroger cette association de ces trois termes, démocratie, guerre et paix. Alors, je me suis posé la question, pour répondre à cette question-là, il faut interroger un fondement majeur de la politique moderne, à savoir que la démocratie est un facteur de paix ou un rempart contre la guerre. Autrement dit, est-ce que cette pensée-là fait consensus ou non? D'abord, on peut dire que la question démocratie facteur de paix, c'est une question qui est souvent tenue pour acquise, mais en réalité, elle est une question problématique. Elle est ambivalente. Pourquoi? Parce que d'autres pensent le contraire. Rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour développer. Alors, trois idées fondamentales qui vont dans le sens que c'est un facteur, la démocratie peut être un facteur de paix. Un, il existe des données empiriques aujourd'hui sur le fait que les démocraties rarement font la guerre entre elles. D'accord? Deuxième idée, il existe des contraintes institutionnelles. C'est-à-dire qu'au sein d'une démocratie, il y a des contre-pouvoirs, il y a le Parlement, il y a le Sénat, il y a la presse, etc. Et donc, la décision de faire la guerre est soumise à ces contre-pouvoirs. D'accord? Et à l'opinion publique, bien entendu. Troisième idée, je vais vite. Il en découle que les démocraties sont normalement habituées à gérer leurs différends de manière pacifique. Cela dit, d'autres pensent que la démocratie peut également être un facteur de guerre, voire de conflictualité. Là aussi, trois idées fondamentales. La tentation de la guerre juste, ou ce qu'on peut dire l'interventionnisme. Bien sûr, la démocratie peut se sentir une mission pacifiste, justement pour intervenir, soi-disant dans des régimes ou dans des États dits non démocratiques, n'est-ce pas, pour amener en quelque sorte la démocratie. Et on sait bien, on a des exemples. Par exemple, l'intervention américaine en Irak, elle s'est faite sur des mensonges. On pensait que l'Irak détenait justement des armes de destruction massive, etc. Mais c'était justement des mensonges. Deuxième idée, la démocratie, et ça c'est quelque chose d'intéressant, peut être en péril de l'intérieur, le danger de l'intérieur. C'est-à-dire, eh bien, une démocratie n'est pas à l'abri du populisme, du nationalisme, voire de l'intégrisme, qui peuvent effectivement émerger par les urnes et qui peuvent poser problème. On sait bien que dans les années 90, par exemple, vous me posez la question sur la Tunisie. Oui, une minute, je vais... vous savez, hein, donc ce sont des questions importantes, etc. Et dire d'une minute, ça veut dire justement ne rien dire. Mais bon, je prends une minute et je m'arrête. J'ai dit justement que dans les années 90, le fils,
c'est-à-dire le front du salut islamique, est arrivé au pouvoir par les urnes, mais le pouvoir algérien a interrompu le processus. D'accord? Est-ce que la paix démocratique fonctionne comme un club aussi? Parce que certains disent, ah ben la démocratie, effectivement, est faite pour les pays soi-disant démocrates. Bah, vous savez, Israël est un pays dit démocratique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cet État, ce qu'il fait aujourd'hui à Gaza, est-ce qu'on peut parler d'un État démocratique? Quelle garantie offrent, n'est-ce pas, les États-nations démocratiques aux États non démocratiques? Et je finis, monsieur, je finis par une idée simple. La paix n'est pas le produit automatique de la démocratie, mais le résultat fragile d'un équilibre entre la défense des valeurs dites universelles et le respect d'autrui. Et je dirais que la question n'est pas de savoir si la démocratie favorise la paix, mais à quelles conditions et jusqu'à quel point elle peut y parvenir dans un monde de plus en plus fragmenté et de plus en plus conflictuel. Merci. Merci. Remettez le micro. Ebrima, juste une question, une minute. Le contexte dans lequel on se trouve à l'heure actuelle, qu'est-ce que l'université, qu'est-ce que la recherche peut faire pour vraiment accompagner toutes les initiatives qui sont en cours dans la région pour qu'il y ait plus de paix et pour que le Sahel redevienne ce qu'il a toujours été? Oui, écoute, on a terminé récemment, Mpenda ici présent fait partie de l'équipe, on a fait une étude dans les 15 pays d'Afrique de l'Ouest sur justement l'état de la démocratie. Et dans chacun des pays, c'est des chercheurs, des universitaires qui ont mené l'étude. Et parce qu'on est dans une situation où les études ont montré, Afrobaromètre et tout ça, ont montré qu'il y a une désillusion par rapport au concept même de démocratie. Il y a des gens qui pensent que ça peut pas marcher, ou de toute façon, même quand ça marche, ça ne règle pas nos problèmes. Et donc, je pense qu'il y a un besoin de réimaginer la démocratie. Donc, cette initiative-là qu'on a eue, c'était une tentative de mobiliser les universitaires pour faire une recherche qui permettrait de comprendre en fait, de quelle manière on pourrait réimaginer la gouvernance et réimaginer la démocratie dans notre contexte. En regardant un petit peu tous les facteurs, là, histoire, sociologie, etc., etc. Et surtout, quelles sont les attentes des populations, de quelle manière, qu'est-ce qu'il faudrait comme condition et quel processus, quel changement pour que les gens reviennent ils peuvent y croire encore, qu'en fait, c'est d'eux qu'il s'agit. Et que ceux qui promettent qu'il y a d'autres manières de régler par un populisme quelconque ou par une révolution conservatrice d'une manière ou d'une autre, ou le djihadisme, là, il y a assez de preuves pour montrer que vraiment ça ne marche pas. Et je viens de la Gambie, on a vécu tout ça. Des jeunes militaires sont venus au pouvoir en 1994 en promettant un changement. Les 2 premières années, ils ont fait plein de trucs, enquêté sur la corruption, des tribunaux populaires, etc. Et après, les scandales ont commencé à émerger. Et puis c'était une dictature féroce pendant 22 ans. Donc je pense qu'il y a besoin de repenser en fait les systèmes de gouvernance et remettre nos valeurs fondamentales au centre de ça là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des transferts ou des emprunts. Je pense qu'on peut puiser dans notre histoire des imaginaires. On a, dans l'Afrique de l'Ouest, le Kouroukan Fouga, la charte de Mandé, a été adopté en 12-12 dans le Mali actuel, avant le Magna Carta britannique. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des articles. L'article premier, c'est quoi? Toute vie est une vie. Donc il y a un respect de la vie, et respect non seulement de la vie humaine, de toutes les vies. Une réflexion sur les rapports à avoir avec l'environnement. Donc on a quelque chose dans notre histoire, quelque chose dans notre sociologie, dans nos valeurs, dans notre culture. Mais également, il y a plein de choses qu'on peut emprunter d'autres, qu'on peut
arriver à mettre ensemble pour pouvoir justement redéfinir les relations, appeler ça contrat social ou ce que vous voulez. En tout cas, on doit refonder, redéfinir les relations et les mettre sur des bases nouvelles, quoi. Sokhna, les jeunes dans tout ça, quelle place pour les jeunes dans la société? Bon, je vais peut-être faire le mix des deux, les jeunes et les universitaires, en donnant un exemple concret d'un projet que je coordonne actuellement qui s'appelle Future Fit Young Africa, et c'est de la recherche participative. Donc, au lieu d'aller juste voir les jeunes avec un questionnaire ou les enquêter, les jeunes sont eux-mêmes acteurs de leur recherche, c'est-à-dire qu'on leur donne des tablettes et on leur demande de documenter leur quotidien, on leur demande de documenter leur entourage et on leur demande de se projeter par rapport à l'environnement dans lequel ils sont. Ça fait que ça les amène à réfléchir parce qu'ils ont quand même des capacités de résilience que peut-être nous ne pouvons pas imaginer. Et ça m'amène à penser à... il y a différents types de jeunesse et ils ont besoin seulement d'avoir leur voix amplifiée. Donc, ce n'est pas seulement nous, universitaires, aller faire une étude publiée et donner aux politiques, mais aussi de montrer que les jeunes montrent eux-mêmes comment ils se perçoivent et comment ils appréhendent leur environnement. Ok. Mariam, la place des militaires dans le futur de l'Afrique de l'Ouest? Quel rôle pour les militaires? Est-ce que c'est toujours dirigé ou bien... Bon. Apparemment, être malienne m'attribue les questions sur les militaires. Non, pas du tout. Mais vous venez du non, Sahel. Je rigole. Les militaires, comme je le disais tantôt, c'est toujours érigé en un acteur majeur de la vie de l'État postcolonial au Sahel central. Mais il s'agit maintenant de repenser cet État sans ce militaire, c'est créer des modèles de démocratie auxquels ces populations vont se reconnaître. Et aussi tenter, là je prends ma posture d'enseignante, de former au mieux les jeunes sur les enjeux de la démocratie. Je le dis en me basant sur des expériences d'études que j'ai eu la chance de piloter au Mali. Je vous prendrai deux exemples majeurs. Nous avons fait une étude dont les résultats sont destinés à être des bandes dessinées pour la population jeune au Mali, où on demande qu'est-ce que c'est que la démocratie, quelles sont les 10 idées reçues de la démocratie. Vous savez, certaines idées sont très fortes et en même temps qui démontrent le niveau de connaissance et d'acceptation de la démocratie. Ou la démocratie, par exemple, je vous donne un exemple, quand on dit qui dirige la démocratie, ils disent 3 personnes, le président, le marabout et le commerçant. Donc, vous voyez que ça, c'est la perception de la démocratie. Et quand on leur demande de définir la démocratie, non pas selon les concepts, le pouvoir du peuple, par le peuple ou pour le peuple, où nombre d'entre eux répètent de manière mécanique, mais comment transposer de manière opérationnelle ces concepts dans la réalité et dans le quotidien. Et là, on voit des limites. Donc, il s'agit de travailler sur des institutions plus fortes d'une part. Mais cette population jeune, massive, comme elle le dit, de repenser son rôle dans le dispositif, en les outillant davantage, en les formant mieux sur les enjeux de la démocratie et surtout sur les dangers du contexte dans lequel ces jeunes évoluent. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où le danger n'est pas que militaire. Le danger, c'est aussi numérique. Je reviens sur ça. Aujourd'hui, au Mali, un coup de canon peut faire moins mal qu'un message, un spot WhatsApp qui est diffusé sur tous les groupes de réseaux sociaux. C'est cette guerre informationnelle que les jeunes vivent qui les rend beaucoup plus vulnérables. Une vidéo WhatsApp montée par l'intelligence artificielle peut déstabiliser des villages entiers, amener ces villages à être complètement vidés. Donc le danger n'est pas seulement que le militaire à la tête de ces États, mais c'est de repenser les institutions beaucoup plus fortes, de penser le rôle et la place des jeunes dans ce dispositif en les outillant davantage de plus de connaissances sur la démocratie et des enjeux contemporains liés à la démocratie et surtout avoir aussi peur de la guerre informationnelle numérique que de l'outil, de l'acteur militaire pour ces États. Merci beaucoup, merci pour cela. Alors, dans la salle, je vois déjà 2...
Merci beaucoup et je tiens à féliciter les panélistes. En tout cas, merci pour vos contributions. J'aimerais réagir à ce que j'ai entendu à l'introduction par le modérateur. J'aimerais d'abord dire, moi je suis de la région, je suis du Niger, je suis né dans le village, j'ai grandi dans le village avant d'aller ailleurs, d'étudier et aller ailleurs. Ce que j'ai entendu, j'aimerais que vous nuancez, en tout cas pour le cas du Niger, que vous nuancez, surtout au niveau des jeunes, que vous avez dit, je salue Sokna et ma sœur Mariam, qui ont fait un raisonnement sur les jeunes et les populations qui sont très corrects. Faites attention avec les manipulations. Quand vous dites que les jeunes sont sociologiquement, ou ces populations sont sociologiquement marginalisées, c'est elles qui se révoltent. Je dis non dans le cas du Niger. C'est une manipulation. Je vous donne deux cas précis. Un jeune qui quitte son village, qui part dans ces groupes terroristes, puisque c'est des terroristes. Quelques semaines ou mois après, manipulé, il revient égorger son propre père. Oui, je dis bien son propre père, musulman comme lui, en disant qu'il n'est pas musulman. Est-ce que son propre père l'a rendu esclave? Non. Il n'est pas esclave. Ce n'est pas parce qu'il a été, non. Il ne l'a jamais été. Je dis bien, il ne l'a jamais été. C'est une manipulation. Et même musulman, ton père qui prie, ton père qui t'a mis dans cette religion, je ne pense pas, même si tu as reçu quelque chose, tu ne peux pas lui dire qu'il n'est pas musulman. Tu peux lui demander de parfaire sa religion si tu penses que tu as appris mieux que lui. Mais pas égorger. L'islam l'interdit. Je dis bien l'islam l'interdit. Deuxièmement, le groupe social qui se retrouve plus dans ce terrorisme-là, dans ce groupe social, il n'y a pas d'esclavage. Non, c'est interdit au Niger. Il n'y a pas d'esclavage. Il n'y en a pas. C'est une manipulation. La solution, c'est celle qu'elles ont commencé à développer. Oui, dans ce pays, on en a discuté tout à l'heure avec certains. Sahéliens, vous avez au maximum 4 mois de pluie. Pendant cette période, les gens se débrouillent pour faire l'agriculture qui doit les nourrir durant toute l'année, 12 mois. Oui, il y a problème. Ils ne peuvent pas. En dehors de cette période, ils ne peuvent rien faire. Je connais l'Afrique. Je connais au moins 2/3 des pays africains que j'ai visités. Oui, ouais, je finis. Non, c'est pour que les gens comprennent. Voilà, je finis rapidement. À part ça, ces 4 mois-là, ils ne peuvent rien faire. Ce qu'ils ont récolté, si ça peut le nourrir, tant mieux. Si ça ne peut pas, ils sont obligés de quitter. Donc, s'ils n'ont pas de quoi manger, vous tendez à un jeune ce piège, il tombe là-dessus. Ce que ces populations vivent, c'est des problèmes non seulement d'éducation, je sais ce que je dis, de développement socio-économique, puisque durant toutes ces années, vous l'avez dit, c'est les pays les plus pauvres du monde. Alors que le sous-sol est riche, ils n'ont pas les moyens de l'exploiter. Ils n'ont pas les moyens de creuser des puits à 50, 80 mètres. Ils vont faire quoi? Ils sont faciles à manipuler. Donc, creuser au fond, c'est des vérités et réalités que nous vivons, que nous sommes dedans, qu'on peut solutionner pour l'intérêt général de ces populations. Et je salue mon collègue qui a aussi bien développé les choses. C'est la triste réalité. Oui, c'est la triste réalité. Merci. Bon, je vais... C'est bon. Ok, merci. Je ne vais pas enfoncer le clou dans ce que vient de dire mon prédécesseur.
hein, je l'approuve à 99%. Par contre, mon intervention va porter plutôt sur les résultats de recherche. Quelqu'un disait, enfin Mariam l'a dit en réponse à votre présentation, les chercheurs sont convoqués, hein, le plus souvent. Moi je viens d'un centre de recherche privé qui fait de la recherche depuis 2001 et nous avons produit une quantité énorme de résultats de recherche. Mais sauf que 90% de ces recherches dérangent parce qu'elles touchent, elles bouleversent, elles remettent en cause, elles questionnent. Et le plus souvent, une des raisons pour lesquelles ces résultats ne sont pas réappropriés, eh bien, les politiciens n'en veulent pas. Les dirigeants politiques n'en veulent pas. Ils veulent des chercheurs qui plaident en leur faveur, des chercheurs qui applaudissent les résultats, des chercheurs qui vont dans le sens, si vous voulez, des choses convenues. Mais on ne peut pas le faire. Et aujourd'hui, rares sont nos pays qui sont prêts, surtout dans le contexte actuel, rares sont les pays qui sont prêts à financer des chercheurs locaux pour conduire des recherches. Parce qu'ils s'attendent à ce que ces recherches-là soient, si vous voulez, des outils de mobilisation ou des outils de propagande politique. Je me souviens, Afrobaromètre au Niger, enfin c'est nous au LASDEL qui pilotons Afrobaromètre, nous avons produit des résultats intéressants sur la corruption. Et je me souviens, le premier ministre de l'époque a utilisé les résultats de Afrobaromètre pour dire voilà, le LASDEL a produit des résultats intéressants qui montrent que au même moment, les autorités en place ont utilisé les mêmes résultats. Donc à partir du moment où les politiques eux-mêmes ne sont pas prêts à financer la recherche, je ne crois pas qu'ils soient vraiment intéressés par les résultats. Par contre, ils sont prompts à récupérer des résultats financés par d'autres partenaires. 99% des résultats qui sont utilisés dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques dans nos pays sont des résultats dont les recherches ont été financées par des partenaires extérieurs, pas par nos États. Donc, pour moi, il y a lieu peut-être d'inviter ces autorités-là à accepter que les chercheurs soient là pour éclairer. Très souvent, on dit quand on est dans l'action, on est tellement porté par l'action qu'on a du mal à voir, si vous voulez, un certain nombre de problèmes. Moi, peut-être pour terminer, quelqu'un disait, chaque fois on nous reproche, mais que deviennent les résultats de recherche? Mais écoutez, vous ne pouvez pas, à partir des résultats de recherche, transformer une société en 2 jours. La transformation est un processus long, très long. Je me souviens que les premières études que nous avons faites en 2003 sur la santé qui ont été rejetées et contestées, aujourd'hui, ce sont les résultats de ces recherches qui sont en train d'être mises en œuvre à petit bout, mais c'est déjà quelque chose. Je répète, peut-être quelqu'un qui dit, je pense que c'est Michel Crozier, qui dit on ne change pas une société par décret. Une société, ce n'est pas une bouteille, ce n'est pas un objet. Le changement d'une société sur lequel nous mettons l'accent, ce changement ne peut pas intervenir en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Il faut du temps et il faut accepter que les résultats puissent être transformés en actions qui vont produire, si vous voulez, dans le moyen ou le long terme. Voilà le problème d'achoppement entre les acteurs politiques et les chercheurs dans nos pays particulièrement. Merci beaucoup. D'autres commentaires? Il n'y a personne. Alors, je vais retourner au public, mais avant de retourner, sans vouloir polémiquer, on a parlé du Sahel de manière générale. Vous ne pouvez pas contester le fait que quelqu'un comme Mamadou Koufa est un esclave peul. Et c'est pour cela qu'il s'est rebellé contre l'État. Au Niger, l'esclavage existe. Bon, comme vous voulez. Oui. Voilà, si vous avez un commentaire. Ce n'est pas la question de fond, mais ça fait partie des discriminations, des problèmes qui sont à l'œuvre dans la société et qui expliquent aussi ce qui fait bouger les gens et qui alimente les groupes djihadistes. C'est aussi une chose importante. D'accord, on ne polémique pas, mais on juste... elle a quelque chose à dire là-dessus, mais
Juste 2 mots, et je vais commencer par ça. Mon frère, je pense qu'il y a besoin de nuancer, de relativiser, tout ça c'est vrai. Mais vous savez, on a vécu pendant longtemps dans le déni. On a nié l'existence de l'esclavage pendant trop longtemps dans nos sociétés. Dans mon organisation, il y a un réseau de lutte contre les discriminations basées sur l'ascendance et sur l'esclavage. Et il y a une section, il y a des organisations nigériennes qui sont là-dedans. Et le réseau existe depuis 2019. Et j'étais à la séance de la Commission africaine, tu étais, Ibrahima, Commission africaine des droits de l'homme, selon de la Commission africaine des droits de l'homme. Il faut y aller pour entendre les gens témoigner ce qu'ils vivent. Et ça, j'étais sidéré quand je suis allé. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé. Mais je me suis dit que, mais en fait, ça fait 30 ans qu'on entend les mêmes choses. Le problème est réel et il est profond. Et il vaut mieux qu'on le regarde en face et qu'on accepte que ça, c'est quelque chose qu'il faut régler. Parce que c'est une tare. On ne peut pas sérieusement parler de démocratie. Non, laissez-moi finir. S'il vous plaît, on vous a écouté. On vous a écouté. Vous êtes Nigérien, vous connaissez votre société mieux que tout le monde. Mais je vous dis que il y a des réalités qu'on a niées pendant trop longtemps. Et ça existe partout. Lire Ablaye Bara Diop, la société Wolof, il décrit les castes, comment ça existe ici. Bon. Ce que je voulais ajouter, c'est une chose, c'est que sur l'utilisation de la recherche, là, ça, je pense que vous avez parfaitement raison. Les États africains, beaucoup d'entre eux en tout cas, ne mettent pas beaucoup de moyens dans le soutien à la recherche. Et de toute façon, même quand ils soutiennent la recherche, il y a ce qui fait qu'on utilise les résultats de la recherche ne dépend pas seulement de la qualité de recherche. Hein, c'est plusieurs paramètres qui interviennent. Donc vous avez raison. Et ce qui fait que, au niveau du CODESRIA, par exemple, pendant un temps, on fonctionnait comme si l'utilisateur principal de la recherche serait l'État. Et finalement, on a élargi parce qu'on sait que ceux qui s'intéressent à la recherche et qui peuvent s'en servir, c'est les syndicats, ce sont les mouvements sociaux, ce sont le secteur privé, c'est tout le monde. Et donc, si on a une perspective assez large des utilisateurs potentiels de la recherche, donc on comprend que à un moment ou à un autre, il y en a qui vont trouver de l'intérêt et ils vont le prendre, quoi. Mais ça commence à changer aussi. Il y a des institutions qui se créent pour appuyer là. Je crois que maintenant, les gens commencent à comprendre que c'est important de mettre un peu de ressources dans la recherche. Je termine sur une chose. Je pense que sur laquelle il faut insister. Vous savez, on parle souvent des questions de souveraineté, de plein de choses, c'est important. Mais les questions économiques sont fondamentales. Aujourd'hui, en Afrique, il y a 22 pays qui sont presque sur le bord de la faillite et qui sont endettés au point d'être sur le bord de la faillite. Et on ne peut rien faire. Regardez le Sénégal, combien le taux d'endettement 151. Alors, tu peux être démocratique jusqu'à après-demain, mais qu'est-ce que tu peux faire si tout ce que tu récoltes comme ressources va au service de la dette, en fait? Donc, il y a des problèmes. La démocratie ne peut pas fonctionner avec un certain niveau de catastrophe économique, quoi. Ça ne va pas ensemble. Et la plupart des choses qui font sortir les jeunes, les manifestations dans la rue, les jeunes Gen Z et autres, là, c'est parce que c'est les problèmes d'emploi et de livelihoods, en fait. Donc je pense que les questions économiques, il faut qu'on y passe attention un peu. Fouad et ensuite Maria. Je voudrais faire une remarque, parce que tout à l'heure il m'a interrogé sur le Maghreb. Et je prends l'exemple de la Tunisie. Vous savez que la Tunisie est passée par une expérience démocratique, mais on a vu après ce que justement cette expérience-là a donné. Ce que je veux dire, c'est que la démocratie, telle qu'on la connaît, hein, le système occidental, etc., bien sûr, nous sommes en Afrique, mais peu importe, ils peuvent penser leur propre modèle, ça ne me dérange pas. Mais ce que je veux dire, c'est que la démocratie est un processus qui doit être appris. Il passe par une période d'apprentissage. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en Tunisie, en fait, on a compris la démocratie comme la liberté de tout faire. Il y avait des gens qui arrivent et c'est un sitting.
on barre justement les trains, ils ne passent pas, etc. Mais vous pensez qu'en France, justement, vous pouvez dire, voilà, je vais fermer cette autoroute, ou bien je vais fermer on va vous déloger, justement. C'est normal. Donc, en fait, je pense que s'il y a des expériences qui ont échoué, c'est parce que, justement, la période d'apprentissage de la démocratie n'a pas été mise en œuvre. Ok. Maria, et ensuite, François. Oui, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Hein. Un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que le chercheur semble être sur le banc des accusés. Qu'est-ce qu'on ne fait pas assez? Moi, je dirais d'abord que là où je vis, un bon chercheur, un très bon politiste, c'est d'abord celui qui est vivant. C'est d'abord le politiste qui est vivant, c'est d'abord le chercheur qui est vivant. Peut-être que dans d'autres contextes, au LASDEL, on peut s'amuser à trouver des résultats de recherche qui dérangent. Mais dans le cas de figure actuelle, la liberté de recherche est fortement mise à mal. Ce n'est pas seulement la question de produire ou de ne pas produire, ou de produire que le contenu soit approprié ou pas. C'est la liberté de recherche qui est mise à mal dans le contexte actuel de mon État. Au-delà des questions de financement de la recherche, parce que la logique, c'est quoi aujourd'hui? C'est le départ de tous les partenaires techniques et financiers du Sahel. Et alors que, plus que jamais, le besoin de produire des données empiriques pour alimenter et continuer à alimenter les prises de décision n'a jamais été aussi réel. Donc moi, je pense qu'il y a lieu de questionner, sinon même d'interpeller sur les logiques de financement de la recherche et les logiques de liberté du chercheur actuel. Et là, c'est vraiment le plaidoyer, que si on peut le faire entre nous, c'est que chacun continue à attirer l'attention que si, dans nombre d'États, la présence de l'Occident peut être contestée, mise à mal, ou le départ peut être effectif, mais que la coopération scientifique s'aligne au-dessus des tensions politiques, et surtout aussi que bien que le terrain, il n'a jamais été aussi difficile de produire de l'empirique au Sahel, mais le besoin, l'enjeu n'a jamais été aussi fort. C'est de continuer à produire des données empiriques pour orienter les décisions stratégiques au Sahel, parce que malheureusement, les beaux jours ne semblent pas être pour moi demain matin. Mais continuons à œuvrer. Ok. Sorna, un dernier mot. Alors, juste revenir sur l'un des concepts qu'on a très peu abordé, c'est celui de la paix. Et il est clair que la paix ne se construira pas militairement au Sahel, mais passera forcément par la justice sociale. Et pour revenir à mon sujet d'obsession, les jeunes, il est important, impératif d'inclure les jeunes à toutes les étapes du cycle des politiques publiques. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci au panel. Est-ce qu'on peut applaudir le panel, s'il vous plaît? Bon. Merci au panel d'avoir bien voulu poser un certain nombre de questions. Mais Mariam, je pense que ce que tu as dit est vrai, mais il faut que toute la communauté scientifique se batte pour que les chercheurs continuent à travailler dans des conditions de liberté pour pouvoir produire des informations, des recherches qui vont pouvoir servir la région tout entière. On est dans une situation difficile, mais j'espère qu'elle ne sera pas éternelle et que très bientôt on retrouvera la paix et que les choses iront normalement et qu'on pourra ainsi faire la paix avec l'ami du Niger pour continuer à travailler sur les questions de démocratie. Merci. Et je te rends là.